RLP. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter. Radio Libre en Périgord. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui encore et toujours, l'alternative. Nous avons un invité, Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu travailles dans un Fab Lab. Ouais, c'est ça. Avant de commencer à rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ton nom, ton prénom peut-être? Simple, ouais. Donc Antoine Théier. Je vais sur mes 30 ans et donc j'ai fait un bac architecture et construction. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en management de projet sur Nancy. Et ensuite, j'ai rejoint le tiers-lieu La Buissonnière dans lequel je travaille actuellement en tant que conseiller numérique / Fab Manager. D'accord, tu viens de Nancy alors? Non, pas du tout. Je viens de Cubjac. Tu connaissais Nancy avant peut-être? Ouais, j'ai de la famille là-bas. D'accord. Toute ta famille est originaire de là-bas? Une partie. D'accord. Une partie bretonne, une partie de Nancy et un bon ancrage aussi sur Périgueux. D'accord. Et du coup, tes parents, ils faisaient quoi? Sans indiscrétion. Si tu veux pas répondre à cette question, je la fais tout le temps. Si. Donc, mon père était moniteur auto-école et ma mère était éducatrice sportive au Lysander à Bassillac. Donc, elle accompagnait des personnes en situation de handicap, dans le sport et dans la vie quotidienne. Ok. Alors, c'est quoi un Fab Lab? Ça fait un peu spationaute, mais astronaute, je ne sais pas comment on dit. Mais... Alors, un Fab Lab, c'est pour... déjà, le mot, c'est pour Fabrication Laboratory, laboratoire de fabrication. C'est un concept qui vient du MIT, à la base, Massachusetts Institute of Technology, en Amérique. Et c'est lié à un cours qui a été donné à des étudiants qui visait à démocratiser l'usage des machines-outils numériques. Donc, grossièrement, c'était un enseignant qui a dit à ses étudiants, vous allez avoir un cours, je vais vous former à certaines machines et vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Le nom du cours, c'était « How to make almost everything ». Comment créer pratiquement tout. D'accord. Et donc, le concept d'un Fab Lab, c'est de mettre à disposition du plus grand nombre des machines. Alors, des machines-outils classiques, ça peut être l'équipement qu'on va trouver dans un atelier de bricoleur ou de bricoleuse, des scies sauteuses, des perceuses, des marteaux, etc., tout l'attirail pour bricoler, et aussi des machines un peu plus poussées, comme des imprimantes 3D, des découpes laser, des machines à coudre, des brodeuses. Il y a pas mal d'outils, quoi. D'accord. On va rentrer un peu plus dedans après. Le Fab Lab sur lequel tu travailles, toi, c'est quoi? C'est une entreprise, une asso? Alors moi, c'est une association. On va dire que j'ai une double casquette. Je travaille pour la mairie de Sorges-et-Ligueux en Périgord en tant que conseiller numérique et je suis mis à disposition sur 50% de mon temps à aider l'association qui s'appelle La Buissonnière et qui est une association loi 1901 qui s'occupe d'un tiers-lieu dans lequel se trouve le Fab Lab. Tu es venu visiter le tiers-lieu et on est plus resté dans la partie Fab Lab. Oui, c'est une ancienne école. Donc c'est quoi? C'est mis à dispo par la mairie? Complètement. C'est mis gratuitement à disposition par la mairie de Sorges-et-Ligueux qui est à l'origine du projet de tiers-lieu et qui a laissé la main à une association pour la gestion. Et tu as un statut, toi, dans l'asso, en dehors d'être employé? Depuis le début de la création de l'association, je suis dans le conseil d'administration de l'asso. D'accord. Tu peux orienter comme ça ce qui va se faire, c'est pas mal. Ouais, c'est parfait. non, ça se veut une organisation horizontale, il n'y a pas de... Ça sent la baronnie. Pardon Yanis, je te vois là, mais j'ai pas présenté Yanis qui est aujourd'hui au son. Ça va Yanis? Nickel. Ok. Donc quel modèle de travail? Parce que je sais que tu n'es pas tout seul sur le Fab Lab à travailler. Je me rappelle, tu as une collègue, ton acolyte Aurélie. Tout à fait, qui est en service civique avec moi depuis 8 mois. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Ouais, alors à proprement parler, on peut dire que je suis le seul salarié de la structure. Je parle vraiment que de l'association là, du tiers-lieu. Tout le reste, c'est que du travail de bénévole. D'accord. Et il y a un sacré travail de bénévole. On fonctionne avec ce qu'on appelle des pôles d'intérêt. Donc au sein du tiers-lieu, on va avoir des activités, des concerts, des expositions, des ateliers de bien-être, des ateliers lecture, le Fab Lab, un atelier réparation,
J'en oublie, des ateliers plus artistiques autour de la céramique, de la peinture, etc., quoi. Ah, cool. Et donc tout ça, hormis moi, ce ne sont que des bénévoles qui le gèrent sur leur temps libre. C'est une espèce de Silicon Valley. Je doute que les adhérents se retrouvent derrière le terme de Silicon Valley. Bon, c'est comme tout à l'heure pour la baronnie, j'espère que c'est pas le cas. Le modèle de travail. Alors au niveau du tiers-lieu, donc en gros on va avoir des bénévoles qui sont responsables à un ou plusieurs, responsables d'un pôle d'intérêt. Donc c'est eux qui ont la gestion des activités qu'ils vont porter. Ils sont censés un peu susciter la motivation autour de leur pôle, recruter des nouvelles personnes, organiser des réunions pour discuter de ce qui va se passer et gérer s'il y a besoin financièrement aussi, aller trouver des fonds, comment bien les dépenser, etc. Ouais. Cool. Voilà quoi. Ah, pas mal. Et moi et Aurélie, on va dire qu'on a un peu la casquette du quotidien, donc avec de la gestion d'accueil sur le lien et un peu plus une partie administrative, en sachant que moi forcément le Fab Lab il est ouvert quasiment toute la semaine, donc il y a une gestion quasi quotidienne quoi, avec les machines. C'est ouvert du mardi au vendredi, et certains week-ends sur des événements. On aimerait ouvrir plus de créneaux les week-ends avec des bénévoles. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais j'ai bon espoir que l'an prochain, on arrive à avoir assez de bénévoles pour créer un nouveau créneau, quoi. Avec sacré, pas mal. Alors, ça se construit comment, un tiers-lieu ? Alors, la base de notre tiers-lieu, l'historique, c'est un élu de la commune. Je vais même repartir avant, c'est la fermeture de l'école. Donc la fermeture de l'école sur la commune de Ligueux, qui est rattachée à Sorges-Ligueux en Périgord, ça a été vécu assez durement par les habitants. Et la mairie s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait de l'ancienne école ? Tu m'étonnes, ouais. Et il y a eu un élu qui a eu une idée de monter un tiers-lieu. C'était en vogue actuellement, donc il s'est dit moi j'ai entendu parler de ça, est-ce que ça intéresse le conseil ? L'équipe municipale a suivi, et c'est comme ça que ça a commencé avec la rénovation de l'école, pour créer un espace un peu convivial avec un bar associatif et un espace de travail partagé où les gens pourraient venir gratuitement pour s'installer. Et de fil en aiguille, il y avait une association qui s'appelait La Buissonnière, qui était une toute petite association récemment créée, qui faisait plus des activités culturelles, qui s'est rattachée à ce projet-là. Et petit à petit, la mairie a laissé vraiment l'association La Buissonnière dans la gestion du lieu, quoi. Et La Buissonnière avait une volonté de s'ouvrir. Donc, d'une association plus basée sur la littérature et la musique, on s'est ouvert petit à petit avec plusieurs activités. C'est intéressant, ça, le fait que la mairie pousse à créer une asso qui va servir la mairie. Complètement. Ouais, moi, je trouve que l'initiative est géniale, quoi. L'élu, en tout cas, il est courageux. Ouais. Si tu veux donner son nom, on peut, parce que... Ouais, c'était Thierry Bucois. Je crois que c'est le premier. Ça a été... il a fait partie du bureau de l'association après par la suite, parce qu'il n'était plus élu. Mais il a initié un sacré mouvement au départ, avec, j'imagine, d'autres conseillers municipaux. Moi, je suis arrivé, l'association vient de se créer, donc je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais je sais que c'était lui qui était bien porteur du projet à la base. Il faut le porter, le truc, dans les milieux ruraux, je parle. Parce que, évidemment, si tu es à Bordeaux, au Quinconce ou dans des quartiers un peu comme ça, tu es à l'aise, mais à Ligueux. Oui, et ça n'a pas été... le nom, il t'a plombé le bord de la bouche. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille en plus. Voilà. Pourtant, c'est un bled qui est hyper sympa. C'est pas beaucoup d'habitants comme ça au plein milieu du Périgord vert. Ouais. Mais quand même. Ouais, Ligueux, c'est 300 habitants et Sorges et Ligueux, au total, je crois que c'est 1600. Ouais. Donc, Ligueux, c'est un tout petit bourg, quoi. Ouais, c'est un quartier d'une ville, quoi. Ouais. Et il n'y avait vraiment plus aucune activité dans le bourg de Ligueux, si ce n'est la mairie. Et le tiers-lieu est venu remettre un peu de vie, on va dire, dans le village. Pas de sport, pas de... Si, le club de pétanque. Il faut que j'en parle. Il y avait le club de pétanque. Club de pétanque, et puis des associations qui venaient utiliser les salles encore sur Ligueux. Mais, il y a un petit bar en plus dans Ligueux. Et le petit bar est venu s'installer à la suite du tiers-lieu. Et cool. Donc c'est le bar chez Simone. Je leur fais de la pub parce qu'il est super chouette. C'est aussi c'est un café-librairie. Donc ils vendent des bouquins et ils sont venus s'installer grâce à la dynamique du tiers-lieu. Et ça, c'est super chouette, quoi. On était super contents qu'ils viennent s'installer. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. C'est une association également. Donc, on peut les rejoindre aussi. D'accord. Et ils font beaucoup de rencontres autour du livre, autour de la culture, qui sont aussi super chouettes, quoi. Du coup, ça émerge du désert. Et ensuite, ça fait une association, qui va mettre en place des activités. Et comment ça se joue on va dire l'organisation financière?
peut-être une partie par la mairie parce qu'ils mettent à dispo des locaux. Bien sûr, Que je ouais, comprends. les locaux et les fluides. Ok, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et après, il y a eu un gros travail en 2021. En fait, moi, quand j'arrive, c'était un peu l'idée des personnes qui sont venues me rencontrer justement pour participer à ce projet. C'était que j'accompagne aussi, d'un point de vue financier, le montage du lieu. Donc, on a fait des recherches de dossiers de subvention. Et la principale, on va dire, qui a vraiment aidé notre lieu à se développer, c'était, hormis la rénovation des locaux qui a été portée par la mairie, hein, qui ont eu leurs propres subventions, etc., ce qui est déjà énorme, nous, on a demandé l'AMI tiers-lieu. Appel à manifestation d'intérêt. Donc un dossier de subvention à remplir auprès de la région Nouvelle-Aquitaine, et ça nous a permis de toucher à peu près 45 000 euros, ce qui n'est pas rien du tout, et c'était surtout pour le développement du Fab Lab, mais ça nous a aussi aidé à développer d'autres activités sur l'aménagement de salles, etc., quoi. D'accord. Donc ça, c'est le gros du financier qui a permis de monter le lieu. Et après, on est allé solliciter le Crédit Agricole, la CAF, qui ont répondu présent. On leur a remercié. Des subventions, mais des donateurs. Tout à fait, ouais. Parce que le Crédit Agricole, on est plutôt dans de la donation, non? C'est quoi? Alors, je crois que c'est vraiment pour accompagner la dynamique locale, quoi. Et vous en demandez quoi en échange? Un affichage Voilà, exactement. Un affichage. Ils sont venus voir le lieu. On garde un très bon rapport avec eux. Et franchement, super chouette, quoi. Vraiment, là, ils nous ont même dit, ce qui est quand même, faut le dire, quoi. Ils nous ont dit, oui, cette année, on a encore une enveloppe. Elle n'a pas été donnée. Est-ce que vous auriez des projets qui nécessiteraient des financements, quoi? Non, donc c'est assez rare quand même. Voilà, c'est assez rare d'avoir des... On veut pas d'argent, on veut rien. Donc ça, c'est super. Donc on va évidemment répondre au présent parce qu'on a des projets en tête. D'accord. Bon, évidemment, ça fonctionne par protocole. Il faut répondre à une commande. Tout à fait. Ouais, okay. Bien sûr. Ouais. Ok. Tu as fait quoi comme étude en plus pour arriver au Fab Lab? Parce que tu nous as dit tout à l'heure, tu as un bac. Architecture et construction. Voilà. Et alors après, j'ai fait je ne savais pas du tout ce que j'allais faire parce que architecture et construction, c'est pas... le calcul de charge en bâtiment, c'était pas mon grand kiff. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et j'ai un ami qui m'a parlé de prépa pour intégrer des écoles d'ingénieurs. Moi, je n'ai pas du tout été sensibilisé à ça. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas? On va aller voir ce que c'est. Donc j'ai fait une prépa qui était censée me rattraper le niveau des S, de la filière S. Parce que moi, j'étais en TSI, donc en STI 2D. Donc, petit écart de niveau, quoi. On sent l'algorithme déjà pour définir ce que tu as vécu. Et après, du coup, j'ai rejoint l'ENSGSI, École nationale supérieure en génie des systèmes et de l'innovation à Nancy, qui est une école d'ingénieurs en gestion de projet et management de l'innovation. D'accord. Et c'est là où je découvre les Fab Labs, dans cette école, dans une association. D'accord. Au moins, tu es formé pour entrer dans le sujet. Ouais. Des fois, les gens, ils y vont un peu à l'arrache avec que de la bonne volonté. Ouais, alors il y avait beaucoup de bonne volonté aussi. Hein. Ah ouais, mais ça va. Oui, il y a comme une mise à l'étrier, quoi, c'est sûr. Quand je suis venu, j'ai été surpris de voir que tu étais à droite, à gauche, dans les différents ateliers. C'était assez sympa à voir. Alors, tu définirais ton rôle comment? Au sein du... T'es l'ambianceur du truc? T'es le DJ activité du truc? Je parlerais de mise en relation. Ouais. Mettre en relation les gens qui viennent dans le tiers-lieu, faire découvrir aussi, donc être celui qui accueille, quoi. Donc montrer que dans le tiers-lieu, on est souriant, il y a des belles énergies, on peut faire pas mal de choses, quoi. Je pense qu'en première parce que tu es le gérant, en fait, du lieu. Alors, j'aime pas le terme gérant du tout. Hein, pareil, je pense que c'est au niveau du travail bénévole. Tu fais la gestion financière, tu fais la gestion des personnes, tu fais la gestion du matériel. Alors, on va dire que je touche un peu à tout, mais derrière, il y a aussi des bénévoles qui font une très grosse partie du travail. On a une comptable, par exemple, qui fait un travail de monstre, parce que mine de rien, l'association, à notre pic, on était 300 adhérents. Maintenant, on est redescendu autour des 200, mais c'est une sacrée gestion au niveau des adhésions. Ouais. Et la gestion des adhésions, la gestion, notamment par exemple moi avec le Fab Lab, j'ai une activité quand même qui tourne, on a des consommables à acheter, il y a des réparations de machines, il y a pas mal d'évolutions. À côté de ça, il y a d'autres pôles d'intérêt qui demandent des financements, il faut gérer la SACEM pour les événements. Bref, il y a une grosse organisation. La présidente qui fait tout un relais dans les villages, au niveau de la communication sur les événements, etc. C'est monstrueux. Les secrétaires aussi, on a un et une secrétaire. Donc il y a un très gros travail de communication à faire et tout ça, c'est pas moi qui le fais, c'est des bénévoles, quoi. Ouais. Et d'autres bénévoles qui sont pas forcément dans le bureau de l'association, qui peuvent faire partie soit du conseil d'administration, soit qui sont juste des bénévoles et qui apportent de l'aide quand il y en a besoin, quoi. Ah bah, et sans ça,
on ne tiendrait pas. Seul, moi, je ne peux pas tenir le tiers-lieu, les buissonnières, c'est pas possible. Ok. Avant la pause, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que ça génère pour toi, qu'est-ce que ça provoque, pourquoi tu as commencé cette activité-là, mais tu te doutais peut-être pas que ça allait générer de la vie sociale ou je sais pas, qu'est-ce que ça fait pour la population? Là, le constat que tu fais aujourd'hui, ça donne quoi? Parce que cette question me vient parce que tu me dis qu'il y a 200 adhérents. Ouais. Il y a presque plus d'adhérents que d'habitants. Ouais. Ouais, c'est une blague qu'on fait souvent. Ouais. Je crois qu'on est devenu la première ou la deuxième association de la commune. On est en challenge avec le comité des fêtes, avec qui on s'entend bien. Mais bah oui, non. Alors, quand je rejoins le projet, mon objectif, c'est quand même, oui, de ramener de la vie dans une commune rurale. Moi qui ai grandi à Cubjac, qui est à 20 km de Sorges, j'étais particulièrement attentif à ça. J'avais monté un petit Fab Lab sur la commune de Cubjac et je suis super attentif au développement, mine de rien, dans les communes rurales. Parce que moi, je me souviens quand j'étais ado ou même enfant, je m'ennuyais. Alors, j'avais peut-être pas l'ouverture nécessaire pour aller voir ce qui était déjà en place, mais j'avais un peu l'impression que c'était mort. Et donc, en revenant sur le territoire, je me suis dit, moi, j'ai envie de contribuer à des choses qui font qu'il y a du lien social et qui amènent d'autres choses. Le Fab Lab, vraiment, avoir des machines numériques de pointe dans un village de 300 habitants qui est éloigné, justement, qui est en fracture avec le numérique, c'est quand même un sacré challenge, quoi. Et je me suis dit, ouais, mais il n'y a pas de raison que ça soit que en ville qu'on retrouve ce genre de dynamique-là. On va se plonger dans une petite pause. Alors, tu as choisi. C'est Namasté de Namasté. RLP. Cher monde, tu m'auras mis une bonne claque même. Qu'à chaque fois que je te regarde, je crois que je t'aime. C'est toujours la même rengaine quand on met les voiles. En fait, on met le cap sur soi-même. Ouverture maximale, à la recherche de belles âmes. J'ai mis le cap en direction de ma bonne étoile. Et dans une capitale immonde, un homme presque animal me dit que lui, son tiers de monde est souvent trop brutal. Mais son sourire immense et peu banal reste gravé, j'y repense quand je vois la gueule qu'on tire en France. Prends même pas le temps de se regarder, de se sourire et de se saler. Hello, salam, on aime ta diversité. Nihao, beauté, namasté. Hello, salam, on aime ta diversité. Ciao, c'est la malam. Namasté. C'est quoi ce monde de foot? Partout des gens qui fuient. Tes guerres et tes famines ont ravagé bien trop de pays. Nous on est plantés là, les bras croisés devant la télé. Ouais, rien à foutre tant que la terre tourne et qu'on peut consommer, quitte à la consumer. Tu sais, on est bien peu de choses dans l'univers, mais on a tous un frère à l'autre bout de la terre. Alors cher monde, voici ma prière, parce que j'ai envie d'y croire en cet amour caché derrière une histoire. Un bonjour, un au revoir. Hello, salam, on aime ta diversité. Nihao, beauté, namasté. Hello, salam, on aime ta diversité. Ciao, c'est la malam, namasté. Parfois j'ai peur, une peur noire, que la terre brûle sans te revoir. Oh cher monde, s'il nous plaît d'y croire, on se retrouvera quelque part. RLP. De retour sur RLP dans l'alternative avec notre invité Antoine.
Est-ce que c'est une alternative, le Fab Lab, et c'est une alternative en quoi? Alors oui, c'est une alternative, hein. Pour moi, il y a un vrai mouvement, il y a des vraies valeurs derrière un Fab Lab. C'est avant tout de la mutualisation de matériel. Donc forcément, c'est pas forcément très courant. On met à disposition de tout le monde, quel que soit le niveau, quelles que soient les études. Et l'objectif, c'est de la transmission, quoi. C'est de dire, mais allez-y, vous pouvez utiliser ces machines pour faire ce que vous voulez. Que ce soit des projets personnels, entrepreneuriales, associatifs, communaux, on a de tout. Donc oui, il y a quand même une certaine vision du partage et du fait de mettre en commun. De ne pas se dire, par exemple, j'aurais très bien pu, moi, monter une entreprise et acheter les machines pour moi et puis faire tout seul dans mon coin et faire de l'argent avec. Un Fab Lab, c'est pas ça. Ouais. Un Fab Lab, le but, c'est vraiment le partage, la transmission des savoir-faire et des compétences. Alors, j'ai pas visité tous les Fab Labs de France et d'Europe, mais c'est vrai que vous avez du matériel de pointe. Oui. J'ai vu faut que je vois avec ta collègue sur la couture, là. Il y a une machine, c'est un truc de malade, hein. Ouais. Tu rentres juste 2-3 données et C'est la brodeuse numérique, peut-être, dont tu parles. Ouais. On a par exemple une machine qui peut se faire à broder un peu n'importe quel vêtement, quoi. C'est incroyable. Et ça, c'est une... Moi, ce qui m'a fait mettre le pied dans les Fab Labs, c'est je ne me sentais pas à l'aise avec le bricolage. J'avais très très envie de bricoler quand j'étais encore en école d'ingé. Hein. C'est dire, bon, ça commence à faire un petit moment, mais c'est pas si vieux non plus. Et je rentre dans un Fab Lab et en fait, je me rends compte qu'il y a des machines-outils qui aujourd'hui me permettent de faire des choses, mais qui sont incroyables. Je pense à l'impression 3D. Hein. Moi, c'est un peu ça forcément qui m'a fait découvrir. Le découpage et je me suis rendu sur le bois, là. Ouais, ça, c'est la découpe laser complètement. C'est les deux machines, moi, qui vraiment m'ont fait me dire, ouais, là, il y a quelque chose ça a vibré en moi, quoi. Ça m'a permis de créer des choses avec un fini, mais incroyable, très, très facilement. Et donc, de ça, je me suis dit, ah ouais, mais si je peux le faire avec des machines-outils numériques pilotées par ordinateur, je peux peut-être le faire avec des machines plus basiques. Donc là, scie sauteuse, on va dire revenir à la base du bricolage, quoi. Et à la fin, j'ai fini par rénover ma maison. Ah ouais. Donc, je suis parti j'ai pas trop confiance en moi avec du bricolage, j'utilise des machines-outils numériques, je commence à faire du petit bricolage un peu plus, on va dire un peu plus arty. Tous les parpaings de la maison, ils sont faits en 3D. Non, alors après, là, je suis revenu au placo-plâtre et aux cloisons à l'ancienne. Hein, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça m'a permis, moi, vraiment de prendre une grosse confiance en moi et de me dire, je peux faire ça très facilement avec des machines. Et après, du coup, je me sens à l'aise à aller vers des choses un peu plus techniques. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de diffuser à fond dans le Fab Lab. C'est au début, il n'y a pas besoin de tout savoir. Et quelqu'un qui n'a jamais tenu justement j'arrête pas de dire la scie sauteuse, mais qui l'a jamais tenu, venez au Fab Lab. Venez au Fab Lab prendre confiance avec cet outil-là. Ah ouais. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cet outil-là, il y a d'autres outils encore plus simples, la découpe laser, l'imprimante 3D, etc. C'est assez simple aujourd'hui à utiliser. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait une petite étude du public que tu reçois? Oui. Ouais. De tout. De tout. Quel type de population tu reçois? Alors, je pense que j'ai fait du 6-99 ans. Ok, ça en âge. Ouais, en âge. Majoritairement, ce serait quel âge? Alors, majoritairement, je pense quand même que je suis sur du... Des adultes, allez, on va dire adultes et enfants. Je vais toucher facilement du 45-65. 45-65, je dirais. 40-65. Proportion, c'est quoi? C'est la moitié? C'est 2 tiers? 1 tiers? On va dire la moitié, je pense. Là, aujourd'hui, on va dire la moitié. Après, j'ai des enfants, mais les enfants, ça va plus être sur du 8-16. Ou pareil, là, peut-être 25%. Et après, le reste. Ceux que j'ai le plus de mal à toucher, c'est les 18-30 ans. Et je pense que c'est surtout parce que sur le territoire, les 18-30 ans, il y en a peut-être moins. Notamment en campagne. Peut-être sur Périgueux, c'est plus facile, mais en campagne, ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal à toucher ce public-là avec le Fab Lab, quoi. Ouais. Oui, et puis il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'identité. C'est qu'il y en a, les enfants sont en train de la construire, mais ils ne savent pas vers quoi, donc ils touchent à tout. Et ceux qui ont 40 ans passés, ils commencent à savoir ce qu'ils ont comme identité, ce qu'ils sont comme caractère. Et les autres, ils sont en plein milieu, en train de vivre. Ouais, c'est intéressant aussi, ouais. Peut-être, hein. Mais effectivement, je pense qu'il y a une pénurie de jeunes. Enfin, disons pas une qu'après, pénurie parce qu'ils partent en ville. C'est ça, on n'est pas connu pour être forcément la Dordogne n'est pas, enfin peut-être pas toute la Dordogne, mais autour de Périgueux, c'est pas super connu pour les études supérieures aussi.
Donc les 18-30 ans, en général, je pense qu'ils partent en études et puis après, tu restes bosser. On est assez rare à revenir en campagne après des études. Enfin, j'ai l'impression. Il faudrait un deuxième Covid. Ah, merde, on est en train de rater nos vies. Ah, c'était bien. Il y avait de la verdure. Qu'est-ce qui vient les animaux. Dans les publics, le public socio-économique. Est-ce que c'est des gens qui sont plus à l'aise? Est-ce que c'est des gens que tu ressens plus proches du RSA qu'autre chose? Eh ben, je dirais sans qu'on a les deux... stigmatiser, hein, mais Ouais. moins à l'aise financièrement. Ouais, on a un public qui n'est pas très à l'aise financièrement, parce que déjà la mutualisation de matériel, ça permet ça aussi. Hein. Et on a aussi un public assez aisé. Donc on touche toutes les tranches. Hein, je veux dire, il y a vraiment des personnes où tu sens qu'ils ont clairement les moyens. En majorité, on est plus sur des gens qui sont à l'aise, sans dire très riches, mais qui sont plus à l'aise, ou on est plus sur des gens... Je prends un rapport que j'ai fait, parce que j'ai invité les gens de la récréative à Thiviers. Ouais. Et selon les périodes dans l'année, tu vois, la rentrée scolaire, Ouais. ils vont se retrouver avec des gens qui sont en difficulté financière, et ça se comprend, qui vont être majoritairement au moment de la rentrée. Mais le reste de l'année, ils ont un public qui est relativement, pas aisé, mais qui n'est pas en difficulté. Moi, je dirais classe moyenne, et on a des moments avec... t'as raison, il faudrait que je vois au niveau des périodes. Est-ce qu'on a des périodes avec justement un public plus aisé ou moins aisé? Mais on a de tout, donc majoritairement, je dirais classe moyenne. Moyenne, Ouais. Ouais, c'est marrant parce que les tiers-lieux comme ça touchent moins les gens dits pauvres, tu vois. Ouais. Je sais pas d'où ça part, mais j'ai une petite idée, mais je suis pas sûr de ce que je pense. Je me permets en tout cas de pas être sûr de ce que je pense. Mais j'ai pu observer que dans les milieux où il y a de la vie sociale comme ça, ils sont pas en majorité, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je pense qu'ils ont un isolement intellectuel, mais ils ont aussi un isolement financier qui se lie, en fait, qui crée l'isolement intellectuel, qui crée l'isolement financier, qui crée... Ouais, c'est possible. Nous, je sais qu'on joue beaucoup justement sur le fait de dire que énormément de nos événements sont gratuits. Le coût d'adhésion à notre association, c'est 10 € par an, 55 € pour le Fab Lab, pour utiliser plusieurs dizaines de milliers d'euros de matériel. Donc c'est comme ça qu'on essaie de ramener ces personnes-là. Et 55 € par an? Ouais, pour le Fab Lab, et 10 € pour tout le reste de l'association. Donc tout ce qui va être culturel, exposition, atelier littéraire, atelier réparation, concert, etc. Et quelques événements sont payants, mais on essaie vraiment de tirer les prix vers le bas pour toucher le plus grand nombre de personnes, et aussi d'un point de vue de nos événements. C'est-à-dire ne pas faire que des événements qui, culturellement, ne vont pas parler à tout le monde, quoi. Donc on a des choses qui peuvent être assez pointues, avec vraiment des personnes, des artistes qui viennent de Paris, etc., qui sont dans un domaine très spécifique qui ne va pas parler à tout le monde, et parfois on va avoir des choses beaucoup plus accessibles, j'ai envie de dire, avec des événements beaucoup plus locaux, j'avais fait un lapsus révélateur qu'on connaît, donc des lotos, la pelote, le bar associatif simplement qui est ouvert et où tout le monde peut venir pour boire un verre et discuter, quoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on essaie de toucher tout le monde. Mais oui, je suis en contact avec d'autres tiers-lieux et je suis d'accord avec toi. Il peut y avoir un frein aussi pour des personnes qui sont limitées financièrement. Et ça peut être psychologique, ouais. C'est la nouvelle sélection naturelle, la sélection économique. Ça fait une petite centaine d'années que ça dure depuis l'ère industrielle. Quand tu montes un atelier, comment tu organises la gestion d'un atelier? Quand je suis venu, il y avait quelques personnes autour de toi, tu donnais une explication, tu faisais faire un essai. Ouais, j'essaie un maximum d'être là-dedans, c'est-à-dire je te mets le pied à l'étrier au début. Après, assez rapidement, je vais essayer de m'appuyer sur les personnes qui sont formées, donc là je parle uniquement du Fab Lab, pour déléguer, ouais. Donc aujourd'hui dans le Fab Lab c'est vraiment ça, quoi. Il y a des bénévoles qui sont quasiment aussi bien formés que moi, et quand je suis pas disponible, ou alors simplement eux naturellement vont aller rencontrer les personnes et les former aux machines, quoi. Tu disais, il y a un jeune garçon là qui a, alors j'oublie toujours son âge, mais il a 14-15 ans et il est incroyable, quoi. Il aide le Fab Lab. Je veux dire, moi demain si je pouvais si je devais avoir un remplaçant, je me dirais mais lui, sauf qu'il est pas majeur, donc mais c'est peut-être le prochain service civique. Ah non, il a 14 ans. Ouais, non, ça va faire long à attendre. J'en parle parce qu'il s'appelle Julien Gary et là il va rentrer dans ses études et vraiment il a un sacré potentiel. Il va être content d'être cité à la radio. C'est ce que je me dis. Je le laisserai au montage. Du coup, vous êtes combien en Dordogne ou en France? Au niveau des Fab Labs, tu disais, il y a des gens qui font 60 km. C'est peut-être qu'ils n'en ont pas entre chez eux
et le Fab Lab. Ouais, complètement. D'ailleurs, moi, j'en ai monté 2 des Fab Labs en Dordogne, et je l'ai monté parce qu'il y en avait un qui est notre père sur la Dordogne, c'est le Marsac Lab, sur Marsac. Mais pour moi, c'était trop loin. Ça me faisait faire 45 minutes aller-retour sur une soirée, c'était pas évident. Et donc, c'est pour ça que j'ai monté un premier Fab Lab sur CubeJack à la base. C'était la distance. En me disant que j'étais très jaloux du Marsac Lab. Et sur la Dordogne, alors aujourd'hui, je pense qu'on est... Je ne serais pas étonné qu'on soit plus d'une dizaine. À l'époque, quand j'ai monté le deuxième, il me semble que j'avais recensé 4 ou 5 Fab Labs, à savoir que c'est très fluctuant. Il y a des Fab Labs qui sont dans des tout petits locaux avec peu de moyens, et des Fab Labs avec un peu plus costaud. Donc à l'époque, c'était vraiment le Marsac Lab et le Fab Lab de Sorge-Ligueux sur lequel je suis actuellement. Et tu avais d'autres petits ateliers, les ateliers synaptiques. Et petit à petit, ça s'est démocratisé. Donc il y a pas mal de Fab Labs et de tiers-lieux d'ailleurs qui sont venus nous rencontrer au tiers-lieu La Buissonnière pour en parler, pour savoir comment développer. Et on a formé une équipe, par exemple, sur Bergerac. Donc maintenant, il y a un Fab Lab à Bergerac, à La Traverse. Et ils sont venus se former avec nous. Pareil, l'appel aux idées à Sarlat. Alors, je ne suis pas allé les voir depuis, donc il faudrait. Mais ils ont monté un Fab Lab aussi suite à une rencontre avec nous. Et il y en a eu pas mal comme ça. Alors, je ne les ai pas tous en tête. Mais ouais, ça a bien... Ouais, vous propagez. Ouais. Bah, moi, c'est le but aussi, c'est de dire, voilà, c'est possible déjà, et ça peut être à côté de chez vous, quoi. Ouais, moi je trouve ça super intéressant. Moi qui suis issu de l'éducation populaire, ces passations, ces organisations pour passer du savoir, je trouve ça... J'adore. Alors tu disais que le tarif à l'année, c'était 55 euros. Par an. Ouais. Bon, faut pas avoir 8 ans, évidemment, parce que tu peux pas payer. Oui, ouais, là, il vaut mieux. Quoique, on a entamé des réflexions aussi sur les enfants, justement, au niveau de l'adhésion, etc. Donc, Bah oui, parce que leur consommation n'est pas la même. Bien sûr. Ouais. Donc, en réalité, même, alors c'est pareil. Moi, j'ai envie de dire, c'est de la bonne intelligence. Donc, par exemple, s'il y a des parents qui sont adhérents, si une fois de temps en temps, ils veulent venir avec les enfants, eh ben, ils viennent. Alors après, encore une fois, s'ils viennent toutes les semaines, bon, j'ai commencé à dire, voilà, au niveau des autres adhérents, ce serait pas équitable. Oui, tu les pointes à la porte, il faut raquer maintenant. Je sais que j'ai eu des personnes qui sont venues de façon très ponctuelle pendant les vacances, ils sont pas sur le territoire. Je leur dis pas, bah non, vous partez, c'est... Là, voilà. On fait de la découverte. Il y a des portes ouvertes aussi qui sont gratuites. Donc les gens peuvent venir, et après, si jamais ils me contactent et qu'ils me disent on est de passage, on voudrait juste venir découvrir, il n'y a pas de souci. D'accord. Du coup, les tarifs, comment ça a été construit, le tarif ? Vous avez pris un rapport par rapport à d'autres Fab Labs, c'est où il y a un taux Alors oui, horaire je sais pas. De façon générale, les Fab Labs, ça se veut vraiment très accessible. Donc en France, des Fab Labs, il y en a plein. Je crois qu'on est autour des 400 ou 500 Fab Labs. Et il y a des tarifs qui sont, on va dire, ça va de 20 à 100, 150, 200 euros. Il y a quand même des Fab Labs qui sont un peu plus chers que d'autres. Donc, déjà, essayer de s'aligner à ce niveau-là. Et ensuite, proposer une adhésion qui soit relativement accessible pour tout le monde, quoi. Je fais un petit blocage. C'est grave. Oui, pardon. Et après, voir aussi avec l'équilibre économique de l'association. Parce que nous, notre objectif, évidemment, c'est pas de faire de l'argent. Sauf que notre Fab Lab, par exemple, a des coûts assez importants. Là, on vient d'avoir une panne machine, c'est 4 000 €. Donc, il faut les couvrir. Là, moi, dans notre Fab Lab, on fait de la prestation. Alors, le but d'un Fab Lab, je le dis, c'est super important, c'est pas de faire de la prestation de service, c'est que les gens viennent apprendre à se servir des machines. Nous, on met à disposition du matériel, soit vous pouvez ramener les consommables vous-même, soit vous pouvez acheter à l'association, ce qui nous permet d'avoir des rentrées d'argent, et on fait des petits projets de prestations de services pour assurer l'équilibre économique du lieu. Là, grossièrement, j'ai fait des prestations pendant 3 ans, on vient d'avoir une panne machine, c'est la plus grosse qu'on puisse avoir dans notre Fab Lab, c'est 4 000 €, donc les prestations que je fais depuis 3 ans, elles vont toutes passer dans la réparation de la machine, quoi. Voilà. Donc c'est assez costaud, donc voilà, Mais la suite, on joue sur le fil, quoi. La suite de ça, c'est pas que les gens, ok, ils viennent juste consommer un truc. Complètement. Mais la suite de ça, c'est quoi ? C'est vous mettez les formations sur de l'imprimante 3D pour que les gens ils se fabriquent leur machine et qu'ils puissent le refaire chez eux. Ouais, complètement. Ouais. Alors, dans l'idéal, pour moi, le Fab Lab, c'est éviter d'acheter une machine que vous allez utiliser que quelques fois. Finalement, vous êtes, par exemple, des personnes qui ont des hobbies. Plutôt que de l'acheter chez vous, venez l'utiliser au Fab Lab. Déjà, ça fait rencontrer du monde, ça ouvre vraiment sur les projets.
Et certaines machines, un particulier ne peut pas se les acheter, quoi. Une découpe laser, une imprimante grand format ou une brodeuse, c'est des dizaines de milliers d'euros ou ne serait-ce que 5 000. Enfin bref, on n'a pas ces fonds-là pour acheter ça à la maison. Donc ça, c'est l'objectif. Et derrière, il y a aussi quand même un côté très formez-vous, devenez indépendant. Comprenez aussi tout un processus autour de la création, de l'usage de la matière première. Il y a quand même aussi toute une dynamique environnementale dans notre Fab Lab où c'est se rendre compte que on va toucher au textile, on va toucher à la menuiserie, on va toucher à l'électronique, on va toucher à la consommation de plastique avec l'imprimante 3D. Rendez-vous compte de la consommation de matière et qu'est-ce que vous allez en faire derrière. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bon, en partie, mais on va revenir dessus après la pause. Sur un morceau de Taras Folk, et c'est Midnight Spear. Alors celui-là, il est en lien un petit peu avec notre atelier réparation parce que quand on répare des machines, notamment les chaînes hi-fi, il faut qu'on passe de la musique et on passe souvent une espèce de musique un peu d'accordéon, etc. Donc c'est pas celle-ci, mais ça s'en rapproche et ça me faisait rire de la mettre du coup comme ça. Et comme ça, je fais un coucou aux bénévoles en même temps. Chacun son mantra. Radio libre en Périgord. RLP. De retour sur RLP avec notre invité
Rebonjour Antoine, comment tu vas? Rebonjour, écoute, ça va toujours super bien. On va rentrer un peu dans le dur là. S'il y a des choses que tu veux pas dire parce que tu veux pas te faire d'ennemis, c'est possible. Ah, c'est le moment où il faut que je devienne plus polissé. Voilà, ouais, ça marche. Bah, ou comme tu veux. Mais d'abord une petite question. Tout à l'heure, tu as parlé avant la pause, de 4 000 € de réparation. Oui. Ok, et que du coup tu faisais des prestats, etc. Et ça me faisait penser il y a des gens qui viennent aussi pour leurs propres prestations au Fab Lab. Peut-être des entrepreneurs, mais peut-être des gens qui travaillent en CESU ou... Ouais, tout à fait. Alors, on peut avoir des personnes qui sont pas mal dans l'entrepreneuriat au niveau du Fab Lab, donc qui sont soit dans un changement de vie professionnel et qui viennent s'appuyer sur les compétences qu'on trouve dans un Fab Lab pour rebondir, eux, dans leur vie professionnelle, soit des personnes qui sont déjà qui ont déjà une certaine assise et qui viennent utiliser le Fab Lab de temps en temps pour faire de la communication, par exemple, ou alors faire des petites réalisations. Je vais toucher des artisans qui viennent, par exemple, pour graver des couteaux. On va avoir, là j'ai une entrepreneuse actuellement qui fait un prototype de piste debout pour femmes et qui va vraiment se baser sur ce travail-là pour développer. C'est pas l'objet qui me fait rire, c'est comme tu l'as lancé. Je t'y attendais pas, celle-là. Ouais, je tiens à le dire, oui, j'étais surpris. C'est pas un objet dont on parle assez. Ah, mais ça me gêne pas l'objet, mais c'est comme tu l'as dit, le pisse debout. Ok. Oui, parce que quand je suis venu, en fait, ça m'a donné cette idée. Il y avait un entrepreneur, tu m'as dit, lui, il est entrepreneur. Et je me suis dit, en fait, ça peut être une rampe de lancement pour des gens qui veulent faire un petit test de production. Ouais. Dans leur future entreprise ou micro-entreprise, ils peuvent se servir du Fab Lab en fait pour avoir une petite rampe de lancement, s'essayer à la création, à la production, voir le temps que ça prend, le coût que ça pourrait avoir. Il n'est pas clairement défini, mais on a un petit rôle d'incubateur, quoi. On fait de l'incubation. On permet vraiment aux gens de viens tester ton idée, si tu veux faire quelques créations, etc. Vas-y. Et alors ça se discute entre certains Fab Labs, il y a un vrai conflit au sein des Fab Labs là-dessus, mais même d'un point de vue économique, moi je sais que je ne mets pas de barrière, c'est-à-dire que si des personnes veulent venir et que derrière elles vont vendre par exemple ce qu'elles produisent, c'est possible. Après, il faut toujours qu'il y ait un retour, on va dire, avec le Fab Lab. Et c'est un peu la dynamique. Ce serait quoi, là, le retour? Quelqu'un qui produit quelque chose qui va sur le marché, c'est quoi? Tu partages ton argent? Il peut... Alors, ça peut, oui, ça peut être financier, évidemment. Ça peut être nous acheter le matériel, par exemple, le consommable pour ses réalisations. Donc, mine de rien, nous, ça nous permet de garder notre équilibre financier. Ça peut être de la communication. Ça peut être une convention avec l'association. Moi, par exemple, je suis aussi auto-entrepreneur. Je suis formateur indépendant et je vais utiliser le Fab Lab comme espace de formation. Donc, je reverse derrière, avec une convention que j'ai avec l'association, une partie de l'argent que je touche. Et ça peut être fait aussi avec d'autres personnes du Fab Lab, quoi. Super. Voilà. Donc, on essaie vraiment d'avoir de pouvoir répondre à plein de besoins différents, quoi. Et notamment, on est dans un monde qui tourne autour de l'économie, donc on essaie de s'adapter. Vous essayez de ne pas être concurrent ou tu t'en fous? Ah non, en revanche, oui, ici, ça c'est super important, je te remercie de me lancer là-dessus. On fait tout pour ne pas avoir de concurrence, évidemment. Donc, on n'a pas le droit de communiquer sur les tarifs qu'on pratique pour les adhérents, par exemple. Vous allez demander une participation aux gens sur le matériel? Ça peut, mais sauf si les personnes viennent avec leur propre matériel. D'accord. Mais déjà, il faut être adhérent de l'association pour accéder aux tarifs des adhérents. Et après, on a mis des limites avec les membres de l'association du Fab Lab au niveau de nos prestations pour justement ne pas avoir de conflit. Et aussi, on a rencontré certains acteurs du territoire pour leur dire, voilà, on est un Fab Lab, on a telle machine, ne vous en faites pas, notre objectif, c'est vraiment pas de vous concurrencer. Déjà, on ne pourrait pas, on n'a pas le temps. À part moi, les autres, c'est des bénévoles, et moi, les prestations de service, c'est 10-20% de mon temps. Donc, c'est très, très peu. Pour donner un exemple concret, par exemple, si tu peux venir faire des t-shirts au Fab Lab, floquer des t-shirts, mais on s'est mis une limite, c'est pas plus de 10 t-shirts. Donc, nous, on fera jamais plus de 10 t-shirts. On va tout faire pour que la personne les fasse elle-même. Moi, vraiment, mon premier réflexe, c'est de dire la prestation de service, c'est à côté. Si vous voulez, c'est possible, mais l'objectif principal, c'est que vous appreniez à faire les t-shirts. Mais ça, je trouve ça hyper intéressant, sans remplacer Pôle emploi, parce que bon, c'est pas qu'ils servent plus à grand-chose, mais... Et puis on a été... leur rôle est limité aussi. On est en lien, alors de loin, avec le Pôle emploi, par exemple, sur Périgueux. Donc ils savent qu'on existe, ils savent qu'on peut aider des personnes éloignées de l'emploi. Ouais. On a fait des partenariats avec les SIAE de Coulommiers, si je dis pas de bêtises.
Donc SIAE, Société d'inclusion par l'activité économique. Donc des personnes qui sont éloignées de l'emploi sont venues au Fab Lab pour... alors, on leur a fait une formation pour qu'ils montent au sein de leur SIAE un atelier réparation. Et on a eu une deuxième fois où là, on a plus accompagné une conseillère en insertion professionnelle pour son futur accompagnement des personnes éloignées de l'emploi. Et lui montrer que les Fab Labs, par exemple, ça pouvait servir à tel ou tel projet, permettre de reprendre confiance, apprendre aussi, se rapprocher de l'ordinateur, par exemple. Pour des personnes qui sont éloignées, voilà. Si je te dis, tu vas apprendre l'ordinateur en faisant tes impôts, bon, c'est pas fou. Alors que si je te dis tu vas apprendre l'ordinateur pour te confectionner un petit vêtement, pour te faire un petit objet utile pour chez toi, etc., c'est un peu plus sympa, quoi. Est-ce que vous avez du lien avec d'autres? Tu as commencé à le dire, il y a des gens qui sont venus, qui ont créé d'autres Fab Labs. Est-ce que vous avez du lien avec d'autres Fab Labs en France? Alors d'autres Fab Labs en France, oui. Il y a le RFF Lab, réseau des Fab Labs français. Ah putain, il y a une fédération. Ah ouais, il y a une fédération. Alors ça vise à faire rencontrer les Fab Labs ensemble, essayer de porter des projets communs. Donc par exemple, pendant le Covid, les Fab Labs se sont fait beaucoup connaître parce que il y a eu de la production de masques et de visières en masse par les Fab Labs. Puisque au niveau de l'État, c'était un peu plus compliqué. Et au niveau des entreprises, on avait certains savoir-faire qu'on n'avait pas en France et pas la capacité de production, notamment au niveau de la distribution aussi. Et donc les Fab Labs, qui sont des petits laboratoires de fabrication locaux, ça a permis de très vite répondre à des besoins. Il y a eu des pièces en 3D qui ont été faites pour des respirateurs à l'hôpital qui n'avaient plus. J'ai de nouveau perdu mon fil. Je peux te relancer. Et pour Dassault, alors, parce que comme ils sont en difficulté financière, est-ce que vous allez proposer de fabriquer de la pièce? Écoute, je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Je rigole avec ça, mais je trouve ça hyper intéressant que vous ayez été une meilleure réponse dans un temps difficile, le moment du Covid, parce que l'État s'était désengagé de fabriquer ça. Je trouve que c'est hyper intéressant que ce soit des gens de la société civile qui aient créé des réseaux, de la vie sociale comme ça, qui soient des meilleures réponses à toute une organisation un peu empirique. C'est génial, moi je trouve ça génial, ça repart de la base. Alors bon, ça veut dire qu'il y a quand même un constat qui est un peu dommage. Et moi j'espère que, entre guillemets, le côté descendant de notre société pourrait voir le côté ascendant. Tu vois ce que je veux dire? Que ça arrive vraiment dans les deux sens. On part de la base et puis le haut écoute et puis il y a de l'interaction et puis on se soutient mutuellement pour aller vers une société un peu plus belle et qui répond aux besoins des gens qui y habitent. L'empirique, il est intéressant quand il faut fabriquer en masse. Mais quand il faut s'adapter, répondre, avoir de la réactivité, l'empirique, il ne sert à rien. Enfin, c'est ce que je pense. Je me trompe sûrement dans ce que je dis, mais je le pense. Ok. Est-ce que vous avez d'autres actions qui ressemblent au Fab Lab, mais qui seraient sur d'autres thématiques ou d'autres fonctionnements? Tu veux dire au sein du tiers-lieu ou Non, dans d'autres... types de lieux comme ça? Ouais. Alors, moi, j'englobe un peu les tiers-lieux, les Fab Labs, les écolieux, qui sont plutôt des espaces de vie, qui proposent aussi un modèle de vie dans notre société qui est un peu différent. Alors, de là à parler d'un réseau, pas forcément, mais en général, tu vas quand même aussi trouver ce type de personnes dans ces lieux un peu plus alternatifs, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a une vérité dedans, parce que j'ai reçu des groupes qui sont dans des écolieux, dans des choses où ils partagent le terrain et ils font leurs habitations. Et il y a des temps de formation. Bah oui, ce type de choses-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que de telles lectures à toi qui est dans un tiers-lieu et qui vit en plus dans un écolieu, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Et de ma lecture, il y en a de plus en plus. Et moi, je trouve ça plutôt bon signe. Alors, je dis pas que, par exemple, que les écolieux, ça révolutionne tout et que ça va enchanter notre société, etc. C'est pas ça. Simplement, ouvrir une porte et dire, regardez, il y a un autre mode de vie qui est possible aussi, sans souvenir, parce que finalement, on n'est pas très loin de la vie de petit village dans un écolieu. Ouais. Du coup, oui, il y a les écolieux, il y a ce qu'on appelle les jardins partagés, il y a les Fab Labs. Qu'est-ce qui manquerait d'autre? En fait, là, ça donne presque une définition des tiers-lieux, ce que tu dis. Les tiers-lieux, les 4 grandes activités, c'est espace de travail partagé, jardin partagé, Fab Lab ou atelier de bricolage partagé, et espace pour des activités culturelles, donc concert, spectacle. Donc, c'est marrant. Donc, qu'est-ce qui manquerait? Le côté un peu plus culturel, peut-être, je sais pas. Mais il est déjà bien présent avec nos théâtres.
Moi, j'ai cette petite impression Ouais. qu'il manque toujours. Le point de départ qui va permettre que tout fonctionne, c'est apprendre des décisions en groupe. Ouais, tu Tu vois, fais bien même de- si dans ouais. ces lieux, il y a une pratique de la décision en groupe, Mm. mais l'apprentissage des décisions en groupe, c'est toujours une difficulté. Complètement. Alors, je suis bien d'accord avec toi, parce que même au sein de notre tiers-lieu, c'est pas toujours évident du tout, hein. Ça demande de la connaissance de soi, de la communication non violente, et tout ça, bah, ça s'apprend, Ouais. et ça se forme. Et là, j'ai envie de dire que parfois, c'est... Bah, j'allais faire, tu vois, un conflit générationnel, mais non. Il y a il y a toutes les personnes qui ont des difficultés avec ça. Et ça, ouais, ça serait un truc... ça serait bien que ça soit enseigné à l'école, la communication non violente, et le faire ensemble, et peut-être réduire justement le côté compétitif. Mais Et, même ouais. si elle est un peu, elle peut être brutale un peu la communication, tant qu'il n'y a pas de coup porté à l'autre. Mais parce que quelquefois un enfant quand il pleure, on va pas lui demander d'arrêter de pleurer. Il faut comprendre pourquoi il pleure. C'est pas pour ça qu'il faut excuser tout. Mais l'apprentissage des décisions, ça induit le fait que on va pas se tromper dans ce qu'on appelle l'écoute active. Ouais. Mm. Qui est en réalité pas une écoute active, c'est plutôt être attentif. Mais tu sais, dans l'écoute, il y a souvent deux réponses. Hein. On t'écoute pour savoir ce que tu penses, mais aussi on peut t'écouter pour te convaincre. Et je pense, moi, que dans les prises de décision, dans la vie sociale, on n'écoute pas les autres pour les convaincre. Mm. On les écoute pour comprendre ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont à dire. Et Tu pour vois, ça, il faut Et savoir... je pense que ouais. dans la bienveillance, il y a cette erreur-là qui est faite. C'est que la bienveillance est un concept qui appartient à un groupe social. Mhm. Et quand tu as 15 groupes sociaux différents, il y a 15 bienveillances différentes. Alors que de t'écouter pour te comprendre, il n'y a qu'une manière de t'écouter pour te comprendre. C'est qu'en fait, tu rebondis pas sur ce que l'autre dit. Tu prends et c'est tout. Mm. Et ça demande un ego qui n'est pas surdimensionné. Et du coup, de la connaissance de Ouais. soi. C'est pour ça que Alors, je rebondis du coup. tous ces concepts-là que sont la bienveillance, la bienséance, tout ça, c'est des concepts par groupes sociaux où tu vas trouver des définitions et des pratiques complètement différentes. Et en fait, c'est pas les solutions. Non, C'est ça ne ce peut pas qui être les que met ça. à l'aise, c'est des repères qui les mettent à l'aise eux, parce que ça crée des vrais repères pour eux. Et du coup, ça crée du communautarisme. Ils restent entre eux parce qu'ils ont les mêmes définitions, les mêmes repères, les mêmes critères. Sauf que ça ne permet pas de faire de la vie sociale. Et d'ailleurs, on le voit, hein, tu vois, moi, quand je fais l'étude là, sur les types de publics et sur les gens qui sont dans ce milieu-là, c'est très communautaire. Moi, j'aimerais bien, tu vois, que ce soit tout le monde qui ait une absorption d'un jardin, une compréhension de ce qu'est un jardin partagé et y aille. Je trouve ça non, mais hyper cool, tu vois. je te rejoins complètement. Voilà, je fais pas j'idéalise pas hein, quand je parle de communication non violente et voilà, de bienveillance, etc. C'est que des outils qui peuvent permettre certaines choses. Et puis Mais c'est une connaissance à avoir, parce que quand tu Ouais. ne l'as pas, Mm. tu ne sais pas que c'est possible. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme les élections sans candidat. C'est possible, ça ? Voilà. Quand tu ne l'as jamais vécu, tu dis, non, il n'y a pas de candidat, il ne peut pas y avoir d'élection. Pourtant, c'est possible. Ok, pardon, j'ai digressé, je me suis barré dans un autre truc. Donc vous n'êtes pas concurrents, on en a parlé. Comment tu organises ? On va rentrer un petit peu plus sur la visibilité. Tu as commencé à en parler tout à l'heure. Tu as jeté 2-3 idées sur vous êtes revenu à des bandeaux, etc. Qu'est-ce qui réellement manquerait pour que ce soit visible ? Je prends un exemple. Est-ce que si vous avez un .com qui passe sur RLP ou France Bleu ou une radio tous les mois, est-ce que... Qu'est-ce qui manquerait pour la visibilité de ce genre de pratique, de ce genre de lieu ? Je me pose vraiment la question. Hein, honnêtement, ce qui peut freiner, donc hormis les supports de communication dont on a parlé tout à l'heure, je pense qu'il y a tout le côté engagement bénévole. Et le bénévolat, au bout d'un moment, ça s'épuise. Et du coup, je pense que si on veut diffuser largement, il faut garder une certaine énergie. Et ça s'entretient. Alors, la question maintenant, c'est comment bien entretenir une énergie de bénévole qui permet de diffuser plus largement. Parce que le bouche à oreille, j'en ai pas parlé, mais évidemment, ça marche extrêmement bien. Notre association, elle s'est avant tout fait au bouche à oreille. On est en un an, on est passé de 30 à 150 adhérents, je crois. Mais c'est que du bouche à oreille. Il n'y avait pas encore le site internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça.
Donc j'irai vers le côté vraiment humain. Et là, soutenir de l'humain, Ouais. je t'avoue que voilà, je suis encore en train de rechercher, moi, au niveau de notre tiers-lieu, sur comment on garde l'engagement bénévole, quoi. Et qui permet de faire de la diffusion, de la communication et d'avoir cette énergie qui va ramener des gens. Et on va se dire, waouh, c'est possible de faire ça ensemble, quoi. Je suis pas dans ton asso et je suis pas là pour proposer des choses. Mais tout à l'heure, tu as jeté l'idée de rôle d'incubateur. Je trouve que c'est intéressant quand, dans notre image, on montre qu'en fait, on va te servir à quelque chose vraiment dans ta vie perso, quoi. Ouais. Tu vois, je trouve intéressant cette idée de je veux vivre, je veux aller discuter avec des gens, je vais échanger. Mais il y a quelque chose dans ma vie perso qui va pouvoir se transformer, même sans que je sache ce que ce sera. Mais tu vois, ce rôle d'incubateur, j'ai trouvé le mot assez sympa. Parce que je trouve qu'il y a l'idée de propulsion, mais il y a aussi l'idée de moi, à l'intérieur de moi, je peux réfléchir à comment je vais me transformer, etc. Donc un point à creuser sur ce... Ouais. Donner l'image de je vais te servir dans ta vie perso, c'est quelque chose, c'est pas la même chose que de dire viens faire des activités. Tu vois, ça va un petit peu plus loin. Bien sûr. Tu vois, c'est comme si tu annonçais un centre de loisirs et comme si tu annonçais tu vas grandir. Ouais. Tu vois, c'est pas pareil, même si c'est dans le même lieu et que les actions peuvent être les mêmes, mais en termes d'image. Ouais. Mais je suis pas là pour vous faire votre com. Je me permets plein de trucs comme ça, moi. C'est moi qui gère l'émission. Mais et puis avoir des relais aussi, c'est toujours... Tu parlais du site internet. Ouais. Est-ce que tu veux le donner les coordonnées? On va arriver à la fin de l'émission. Dans quelques secondes, du coup, est-ce que tu veux bien nous donner toutes ces infos? Comment on te contacte? Alors, pour nous trouver, donc trouver le tiers-lieu La Buissonnière, c'est au 43 impasse des Artistes à Ligueux, sur la commune de Sorges-et-Ligueux en Périgord. Le site internet, c'est tiers-lieu-labuissonnière.com. On a une adresse mail que vous trouvez sur le site internet si vous voulez nous contacter. Sinon, vous pouvez évidemment passer sur les temps d'ouverture libres, on va dire, de notre association. Donc, en général, c'est le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Et nous retrouver sur les événements qu'on retrouve sur le site internet. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des livres ou des vidéos à nous conseiller? Je me dis, si ça vous intéresse de vous renseigner sur les Fab Labs, se rapprocher des ressources du RFF Lab, le réseau des Fab Labs français, voir d'où vient le mouvement, qu'est-ce que ça propose, et pareil pour les tiers-lieux. Ce concept-là. Alors après, des références, je pourrais peut-être t'en passer après l'émission, si tu veux les diffuser sur le site internet. Alors, si tu en avais, toi, des trucs qui donnent envie, tu vois, est-ce qu'il y a des vidéos déjà qui ont été faites sur un truc Alors là, comme ça, malheureusement, j'ai rien qui me vient en tête. Ok. Bon, quoi dire de plus? Quels sont les prochains ateliers que tu penses que vous mènerez? Alors, dans les nouveautés, côté Fab Lab, on devrait avoir l'acquisition d'une nouvelle machine qui va nous permettre de travailler le métal, ce qui n'est pas le cas. Alors, ça se fera probablement à la rentrée, sous réserve qu'on trouve justement les partenaires pour nous accompagner là-dessus. Après, au sein de notre association, il y a une nouvelle branche qui se développe qui s'appelle Corps en Mouvement, où on est plus sur une dynamique de spectacle et, comme le nom l'indique, de mettre le corps en mouvement, et c'est ouvert à tous aussi. Donc, ne pas hésiter à se rapprocher de la personne qui en est en charge et vous trouvez son contact sur le tiers-lieu. Et en plus de ça, il y a évidemment toutes nos activités hebdomadaires, donc de la sophrologie, du yoga du rire, l'activité du Fab Lab au quotidien, des rencontres littéraires, des rencontres philosophiques et les petits concerts, expositions, le bar associatif et tout ça qui continue. Ok, cool. Voilà. À vous de faire la démarche d'aller rencontrer le Fab Lab de Ligueux. Merci à Antoine, à toi de conclure cette émission. Je te remercie, moi, pour ce temps de parole et d'échange. C'était très chouette. Je t'en prie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous écouter sur RLP, l'alternative. Bonne journée à vous et bon soleil. Au revoir. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait?
des girouettes rouillées.